Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Je vais vous conter un extrait du roman épistolaire Dracula, écrit par Bram Stoker et publié en 1897. En voici la 4e partie. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Je me réveillai dans mon lit. Si vraiment je n'avais pas rêvé tout cela, alors sans doute le comte m'avait-il ramené ici. J'essayais de m'en assurer, mais je ne pus arriver à aucune certitude. Évidemment, je voyais autour de moi ce que je pouvais prendre pour des preuves. Par exemple, mes vêtements soigneusement pliés et posés sur une chaise contrairement à mes habitudes. En revanche, ma montre était arrêtée, alors que je ne manque jamais de la remonter avant de me coucher. Et d'autres détails encore. Mais non, tout cela ne prouvait rien si ce n'est peut-être que j'avais été distrait la veille au soir, ou même pour l'une ou l'autre cause, fort troublé. Il me fallait chercher des preuves véritables. D'une chose pourtant je me félicitais. Si le comte m'avait réellement ramené ici et déshabillé, il l'avait fait en toute hâte, car le contenu de mes poches était intact. Certes eût-il trouvé ce journal, il n'y aurait rien compris. Il n'y aurait vu qu'une affaire fort déplaisante pour lui et l'aurait pris pour le détruire aussitôt. En regardant autour de moi, dans cette chambre où pourtant j'avais connu tant d'angoisse, tant de frayeur, il me semblait que j'y étais maintenant à l'abri, car rien ne pouvait être plus épouvantable que ces femmes horribles qui attendent de sucer mon sang. Journal de Jonathan Harker, 18 mai. J'ai voulu revoir cette chambre en plein jour, car je dois à tout prix connaître la vérité. Quand j'arrivai à la porte, au-dessus de l'escalier, je la trouvais fermée. On avait essayé de la remettre en place contre le montant. La boiserie était même abîmée. Je m'aperçus que le verrou n'était pas mis, mais que la porte était fermée de l'intérieur. Je crains donc de ne pas avoir rêvé. Et dorénavant, il me faudra agir en partant de cette quasi-certitude. « 19 mai. Assurément, je suis pris dans les filets du comte. Inutile d'espérer encore pouvoir m'en échapper. Hier soir, il m'a demandé de son ton le plus charmant d'écrire 3 lettres. L'une d'entre elles disant que j'avais presque terminé mon travail ici et que je repartirais dans quelques jours. L'autre que je repartais le lendemain même. La 3e enfin, que j'avais quitté le château et que j'étais arrivé à Bistritz. J'eus fort envie de me révolter contre une telle contrainte, mais d'autre part, je sentais qu'il eût été fou de discuter la volonté du comte, puisque j'étais absolument en son pouvoir, et refuser de lui obéir c'eût été sans doute faire naître en lui des soupçons et le mettre en colère. Déjà, il sait que j'en sais trop, et que si je vis, je peux être dangereux pour lui. Ma seule chance, s'il existe encore une chance, consiste à essayer de prolonger la situation actuelle. Peut-être une occasion ou l'autre se présentera-t-elle qui me permettra malgré tout de m'évader. Je vis ses yeux se remplir de cette fureur qui y brillait, quand d'un geste brusque, il avait repoussé cette belle et étrange créature. Et il m'expliqua que les services des postes étaient fort irréguliers et que mes lettres rassuraient mes amis. Puis il me dit que, pour ce qui était de la dernière lettre, il la ferait garder à Bistritz jusqu'à la date où je devrais réellement partir. À supposer que mon séjour se prolongeât, il me dit avec une telle conviction que m'opposer à lui sur ce point n'eût fait que provoquer de nouveaux soupçons. Je feignis donc de l'approuver, et je lui demandai quelle date je devrais inscrire sur mes lettres. Ayant réfléchi un moment, il me répondit « Datez la 1re du 12 juin, la 2e du 19 et la 3e du 29. Je sais maintenant le temps qu'il me reste à vivre. Dieu me protège. 28 mai. Peut-être trouverai-je le moyen de m'échapper,
ou au moins d'envoyer des nouvelles chez moi. Les tziganes sont venus au château. Ils campent dans la cour. Je vais écrire quelques lettres, puis j'essayerai de les leur donner afin qu'ils les mettent à la poste. Je leur ai déjà parlé de ma fenêtre. Nous avons fait connaissance. Ils se sont découverts en s'inclinant profondément et m'ont fait toutes sortes d'autres signes que je ne comprends pas plus, je l'avoue, que ce qu'ils disent. Ces lettres sont prêtes. Celle pour Mina est sténographiée. Et quant à Monsieur Hawkins, je lui demande simplement de se mettre en rapport avec Mina. Je l'ai mise au courant de ma situation sans toutefois lui parler des horreurs que, somme toute, je fais encore que soupçonner. Elle mourrait de peur si je lui dévoilais toutes mes craintes. Ainsi, si même les lettres n'arrivent pas à destination, le comte ne pourra pas se douter à quel point j'ai pénétré ses intentions. J'ai donné les lettres, je les ai jetées, accompagnées d'une pièce d'or, d'entre les barreaux de ma fenêtre, et par signe, j'ai fait comprendre aux tziganes que je leur demandais de les mettre à la poste. Celui qui les a prises les a pressées contre son cœur en s'inclinant plus encore que de coutume, puis les a placées sous son chapeau. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Je n'avais plus qu'à attendre. J'allais dans la bibliothèque où je me suis mis à lire. Puis comme le comte ne venait pas, j'ai écrit ces lignes. Pourtant, je ne suis pas restée longtemps seule. Le comte est venu s'installer près de moi et m'a dit d'une voix très douce cependant qu'il ouvrait 2 lettres. Les tziganes m'ont remis ces plis. Bien que j'ignore d'où ils viennent, j'en prendrai soin naturellement. Voyez, Il avait donc dû les examiner. celle-ci est de vous, adressée à mon ami Peter Hawkins. L'autre, En ouvrant la seconde enveloppe, il considéra les caractères insolites et il prit son air le plus sombre et ses yeux brillèrent d'indignation et de méchanceté à la fois. l'autre représente à mes yeux une chose odieuse. Il trahit une amitié hospitalière. Et de plus, il n'est pas signé. Donc, au fond, il ne peut pas nous intéresser. Avec le plus grand calme, il approcha de la lampe la feuille et l'enveloppe, les présenta à la flamme jusqu'à ce qu'elles fussent entièrement brûlées. Il reprit alors. La lettre à Hawkins, celle-là, bien entendu, je l'enverrai puisque c'est vous qui l'avez écrite. Vos lettres sont pour moi chose sacrée. Vous voudrez bien, n'est-ce pas, mon ami, me pardonner de l'avoir ouverte. J'ignorais de qui elle était. Vous allez la remettre sous enveloppe, j'espère. Et s'inclinant courtoisement, il me tendit la lettre avec une nouvelle enveloppe. Je ne pouvais en effet que rédiger à nouveau l'adresse et lui remettre le tout sans faire la moindre remarque. Lorsqu'il me quitta, dès qu'il eut refermé la porte, j'entendis la clé tourner doucement dans la serrure. Je laissai passer quelques instants, puis j'allais essayer d'ouvrir la porte. Elle était fermée à clé. Quand, 1 ou 2 heures plus tard, le comte toujours très calme rentra dans la bibliothèque, je me réveillai en sursaut car je m'étais endormie sur le sofa. Le constatant, il me dit sur un ton très poli et enjoué à la fois. « Vous êtes fatigué, mon ami ? Mais allez donc vous mettre au lit. C'est là que l'on se repose le mieux. D'ailleurs, je n'aurai pas le plaisir de faire la conversation avec vous ce soir, car j'ai beaucoup de travail. Mais allez dormir, je vous prie. » Je passai dans ma chambre, me couchai, et aussi étrange que cela puisse paraître, je dormis paisiblement, sans rêver, le désespoir porte en lui son propre calmant. 31 mai. Ma première pensée ce matin en me réveillant fut d'aller prendre quelques feuilles de papier et des enveloppes dans mon sac de voyage, de les mettre en poche afin de pouvoir écrire si j'en avais l'occasion, à un moment quelconque de la journée. Mais nouvelle surprise, nouveau choc. Tous mes papiers avaient disparu, du plus insignifiant jusqu'à ceux qui m'étaient nécessaires et indispensables pour mon voyage, une fois que j'aurais quitté le château. Je réfléchis un moment, puis je songeais à aller ouvrir ma valise et la garde-robe où j'avais rangé mes vêtements. Le costume que je portais pour voyager n'était plus là. Ni mon pardessus, ni ma couverture de voyage. J'eus beau chercher, je ne l'ai trouvé nulle part. Quelle machination tout ceci cache-t-il encore ? « 17 juin. Ce matin, alors que j'étais assis sur le bord de mon lit à me mettre martel en tête, j'entendis claquer des fouets au dehors et résonner des sabots de chevaux sur le sentier rocailleux qui mène à la cour du château.
Le cœur battant de joie, je me précipitai à la fenêtre et je vis 2 grandes charrettes qui entraient dans la cour. L'une et l'autre tirées par 8 chevaux robustes et menées par un Slovaque en costume national, sans oublier la peau de mouton et pourtant la longue hache. Faisant aussitôt demi-tour, je courus vers la porte dans l'intention de descendre et de tenter de les rejoindre près de l'entrée principale, car me disais-je, on avait dû leur ouvrir de ce côté. Et de nouveau un choc. De l'extérieur, on avait fermé ma porte à clé. Je retournai à la fenêtre et criai. Hey! Tous levèrent la tête et regardèrent, stupéfaits en me montrant du doigt. Mais à ce moment arriva le chef des tziganes. En voyant que l'attention générale se portait sur ma fenêtre, il lança je ne sais quel mot qui les fit tous éclater de rire. Dès lors, tout effort de ma part fut vain, et tout appel à la pitié, personne ne leva même plus les yeux vers moi. Les charrettes amenaient des grandes caisses carrées dont les poignées étaient faites de cordes épaisses. À voir la facilité avec laquelle les Slovaques les maniaient et à entendre le bruit qu'elles faisaient quand ils les laissaient tomber sur le pavé, on devinait qu'elles étaient vides. Lorsque toutes furent mises en tas dans un coin de la cour, les tziganes donnèrent aux Slovaques quelque argent. Et ceux-ci, après avoir craché sur les pièces afin de s'attirer la chance, retournèrent d'un pas lent près de leurs chevaux. À mesure qu'ils s'éloignaient, j'entendais de plus en plus faiblement les claquements de leurs fouets. « 24 juin, un peu avant l'aube. Le comte m'a quitté assez tôt hier soir et s'est enfermé dans sa chambre. Dès qu'il m'a paru possible de le faire sans courir trop de risques, j'ai gravi en toute hâte l'escalier en colimaçon, dans l'intention de guetter le comte par la fenêtre qui donne au sud. Je suis en effet certain qu'il se passe quelque chose. Les tziganes campent je ne sais où à l'intérieur du château et sont occupés à quelque travail. Je le sais, car de temps à autre j'entends un bruit lointain, étouffé, comme le bruit d'une pioche, d'une brèche peut-être. Et quoi que ce soit, il s'agit évidemment d'une affaire criminelle. J'étais à la fenêtre depuis près d'une demi-heure, quand je vis comme une ombre d'abord remuer à la fenêtre du comte, puis commencer à sortir. C'était le comte lui-même qui, bientôt, se trouva complètement au dehors. Une fois de plus, ma surprise fut grande. Il était vêtu du costume que je portais pendant mon voyage, et il avait jeté sur ses épaules l'horrible sac que j'avais vu disparaître en même temps que les 3 jeunes femmes. Je ne pouvais plus avoir de doute quant au but de sa nouvelle expédition, et de plus, pour ce faire, il avait voulu plus ou moins prendre mon apparence. C'était encore un tour de son extrême malice. Il s'arrangeait de telle sorte que les gens croient me reconnaître. Ainsi, il pourrait prouver que l'on m'avait vu mettre mes lettres à la poste, en ville, ou dans un ou l'autre des villages environnants. Et toute vilenie dont il se rendrait désormais coupable me serait de fait attribuée par les habitants de l'endroit. J'enrage à la pensée que toutes ces manigances continuent alors que je suis enfermé ici, véritable prisonnier sans même la protection que la loi accorde aux vrais criminels. Je décidai alors d'attendre le retour du comte et je restai longtemps à la fenêtre. Pour rien au monde je n'aurais voulu m'en éloigner. À un moment donné, je remarquai des petites taches bizarres qui dansaient sur les rayons du clair de lune. On eût dit de minuscules grains de poussière qui tourbillonnaient et se rassemblaient parfois en une sorte de nuage. Tandis que mon regard s'attachait sur eux, j'éprouvais comme un apaisement. Je m'appuyai contre l'embrasure de la fenêtre, cherchant une position plus confortable pour mieux jouir de ce spectacle. Quelque chose me fit sursauter, des hurlements sourds et plaintifs de chiens montant de la vallée que je ne distinguais plus. Peu à peu, je les entendis plus clairement, et il me sembla que les grains de poussière prenaient de nouvelles formes en s'accourdant à cette rumeur lointaine, tandis qu'ils dansaient sur les rayons faiblement lumineux. Moi-même, je m'efforçais d'éveiller au plus profond de moi des instincts assoupis. Bien plus, c'était mon âme qui luttait et essayait de répondre à cet appel. J'étais hypnotisé, les grains de poussière dansaient de plus en plus vite, les rayons de la lune semblaient trembler près de moi, puis allaient se perdre dans l'obscurité. Eux aussi, en se rassemblant, prenaient des formes de fantômes. Puis, tout à coup, je sursautai à nouveau, tout à fait éveillé et maître de moi, et je m'enfuis en criant. Ces formes fantomatiques qui peu à peu se détachaient des rayons du clair de lune, je les reconnaissais. C'étaient ces femmes elles-mêmes, auxquelles le sort désormais me liait. Je m'enfuis, et une fois dans ma chambre, je me sentis un peu rassurée. Ici,
Les rayons de la lune ne pénétraient pas, et la lampe éclairait jusqu'au moindre recoin de la pièce. Au bout de 2 heures environ, j'entendis dans la chambre du comte comme un vagissement aigu aussitôt étouffé. Puis plus rien. Un silence profond, atroce, qui me glaça le cœur. Je me précipitai à la porte pour l'ouvrir, mais j'étais enfermé dans une prison et totalement impuissant. Je m'assis sur mon lit et je me mis à pleurer. C'est alors que j'entendis un cri au dehors dans la cour, le cri douloureux que poussait une femme, la chevelure en désordre et les 2 mains sur son cœur, comme si elle n'en pouvait plus d'avoir couru. Elle était appuyée contre la grille. Quand elle me vit à la fenêtre, elle accourut en criant d'une voix chargée de menaces. « Non! Rendez-moi mon enfant !» Puis, se jetant à genoux et levant les mains, elle répéta les mêmes mots sur un ton déchirant. Alors, elle s'arracha les cheveux, se battit la poitrine, s'abandonna aux gestes les plus extravagants qui lui inspiraient sa douleur. Enfin, elle s'approcha de la façade, s'y jeta presque, et bien que je ne puisse plus voir, j'entendis ses poings tambouriner sur la porte d'entrée. Au-dessus de moi, venant sans doute du haut de la tour, j'entendis alors la voix du comte. Il appelait d'un murmure rauque, qui avait quelque chose de métallique. Et, au loin, le hurlement des loups semblait lui répondre. Quelques minutes plus tard à peine, une bande de ces loups envahissait la cour avec la force impétueuse des eaux quand elle romput un barrage. La femme ne poussa aucun cri, et les loups cessèrent presque aussitôt de hurler. Je ne tardai pas à les voir se retirer l'un à la suite de l'autre, en se pourléchant les babines. Je n'arrivais pas à plaindre cette femme, car comprenant maintenant le sort qu'il avait été réservé à son enfant, je me disais qu'il valait mieux qu'elle l'eût rejoint dans la mort. Que vais-je faire ? Que pourrais-je faire ? Comment échapper à cette longue nuit de terreur ? « 25 juin, au matin. Pour qu'un homme comprenne à quel point le matin peut être doux à son cœur et à ses yeux, il faut que la nuit lui ait été cruelle. Quand les rayons du soleil ce matin ont frappé le sommet de la grille juste devant ma fenêtre, j'ai eu l'impression que c'était la colombe de l'arche qui s'y posait. Mes craintes se sont alors dissipées comme si un vêtement vaporeux avait fondu à la chaleur. Je dois me décider à agir tant que la clarté du jour m'en donne le courage. Hier soir, une de mes lettres est partie. La première de cette série fatale qui doit effacer de la terre jusqu'aux traces de mon existence. Il vaut mieux ne pas trop y penser, mais agir. C'est toujours le soir ou pendant la nuit que j'ai senti peser sur moi des menaces. Que d'une ou l'autre façon, je me suis cru en danger. Et depuis mon arrivée ici, je n'ai pas encore vu le comte dans la journée. Est-ce qu'il dort quand les autres veillent ? Est-ce qu'il veille quand les autres dorment ? Ah, si je pouvais entrer dans sa chambre, mais c'est impossible. Sa porte est toujours fermée à clé. Il n'y a aucun moyen. S'il y a un moyen, encore faut-il oser l'employer. Là où le comte lui-même passe, pourquoi un autre que lui ne passerait-il pas ? Je l'ai vu sortir de sa fenêtre en rampant. Pourquoi n'entrerais-je pas, moi, par sa fenêtre ? L'entreprise est sans doute désespérée, mais la situation où je me trouve est plus désespérée encore. Je vais m'y risquer. La chose la plus terrible qui puisse m'arriver, c'est de mourir. Or, la mort d'un homme n'est pas celle d'un animal, et la vie éternelle me sera peut-être donnée. Que Dieu m'assiste. Adieu, Mina. Si je ne dois pas revenir, adieu, mon ami fidèle qui est pour moi un second père. Adieu, vous tous enfin, et encore une fois, Mina. Adieu. Le même jour, un peu plus tard. J'ai donc été là-bas, et Dieu m'aidant, je suis revenu sain et sauf dans ma chambre. J'expliquerai tout en détail. Alors qu'un grand élan du courage m'y poussait, je me dirigeai vers cette fenêtre donnant sur le sud, et tout de suite, je me suis hissé sur l'étroit rebord de pierre qui, de ce côté, court tout le long du mur. Les pierres sont énormes, très grossièrement taillées, et le mortier, dans les interstices, je l'ai dit, a le plus souvent disparu. Une fois mes souliers ôtés, je suis parti à l'aventure. L'espace d'un instant, j'ai baissé les yeux afin de m'assurer que je n'aurais pas le vertige s'il m'arrivait de plonger mes regards dans le vide. Mais par la suite, j'ai eu soin de regarder devant moi. Je savais parfaitement où se trouvait la fenêtre du comte, que j'atteignis aussi vite que je pus.
À aucun moment je ne fus pris de vertige. Sans doute étais-je trop excitée pour y céder. Et en un temps qui me parut très court, je me trouvais sur le rebord de la fenêtre à guillotine, essayant de la lever. Pourtant, j'étais fort agitée lorsque, me courbant les pieds en avant, je me glissai dans la chambre. Des yeux, je cherchais le comte, mais je fis une heureuse découverte. Il n'était pas là. La chambre était à peine meublée. Il y avait seulement quelques meubles mal assortis qui semblaient n'avoir jamais servi. Il était couvert de poussière et certains étaient du même style que ceux des appartements de l'aile sud. Tout de suite, je songeai à la clé, mais ne la vis pas dans la serrure et je ne la trouvai nulle part. Mon intention fut attirée par un gros tas de pièces d'or dans un coin, des pièces roumaines, anglaises, autrichiennes, hongroises, grecques, couvertes elles aussi de poussière, comme si elles se trouvaient là depuis fort longtemps. Tout était vieille au moins de 300 ans. Je remarquai également des chaînes, des bibelots, certains même sertis de pierres précieuses, mais le tout très vieux et abîmé. Je me dirigeai alors vers une lourde porte que j'aperçus dans un coin. Puisque je ne trouvais ni la clé de la chambre ni celle de la porte d'entrée, qui, il ne faut pas l'oublier, était le principal objet de mes recherches, je devais poursuivre mon exploration, sinon toutes les démarches que je venais d'accomplir auraient été vaines. Cette porte était ouverte et donnait accès à un couloir au mur de pierre qui lui-même conduisait à un escalier en colimaçon fort abrupt. Je descendis en prenant beaucoup de précautions, car l'escalier n'était éclairé que par 2 meurtrières pratiquées dans l'épaisse maçonnerie. Arrivé à la dernière marche, je me trouvais dans un nouveau couloir obscur, un vrai tunnel où régnait une odeur âcre qui évoquait la mort, l'odeur de vieille terre que l'on vient de remuer. Tandis que j'avançais, l'odeur devenait plus lourde, presque insupportable. Enfin, je poussai une autre porte très épaisse qui s'ouvrit toute grande. J'étais dans une vieille chapelle en ruine, où cela ne faisait aucun doute, des corps avaient été enterrés. Le toit tombait par endroits, et de 2 côtés de la chapelle, des marches conduisaient à des caveaux. Mais on voyait que le sol avait été récemment retourné, et la terre mise dans de grandes caisses posées un peu partout. Celles sans aucun doute qu'avaient apportées les Slovaques. Il n'y avait personne. Aussi, continuai-je mes recherches. Peut-être existait-il une sortie dans les environs. Non, aucune. Alors j'examinai les lieux plus minutieusement encore. Je descendis même dans les caveaux où parvenait une faible lumière, encore que mon âme elle-même y répugna. Dans les 2 premiers, je ne vis rien, sinon des fragments de vieux cercueils et des monceaux de poussière. Dans le 3e pourtant, je fis une découverte. Là, dans une des grandes caisses posées sur un tas de terre fraîchement retournée, gisait le comte. Était-il mort ou bien dormait-il ? Je n'aurais pu le dire, car ses yeux étaient ouverts, on aurait dit pétrifiés, mais non vitreux comme dans la mort. Et les joues, malgré leur pâleur, gardaient la chaleur de la vie. Quant aux lèvres, elles étaient aussi rouges que d'habitude. Mais le corps restait sans mouvement, sans aucun signe de respiration, et le cœur semblait avoir cessé de battre. Je me penchai, espérant malgré tout percevoir quelques signes de vie. En vain. Il ne devait pas être étendu là depuis longtemps. L'odeur de la terre était encore trop fraîche. Après quelques heures, on ne l'aurait plus senti. Le couvercle de la caisse était dressé contre celle-ci et percé de trous par-ci par-là. Je me dis que le comte gardait peut-être les clés dans une de ses poches. Mais, comme je m'apprêtais à le fouiller, je vis dans ses yeux, bien qu'ils fussent éteints et inconscients de ma présence, une telle expression de haine que je m'enfuis aussitôt, regagner sa chambre, repasser par la fenêtre et remonter en rampant le long du mur. Une fois dans ma chambre, je me jetai tout essoufflé sur mon lit et j'essayais de rassembler mes idées. Journal de Jonathan Harker, 29 juin. C'est d'aujourd'hui qu'est datée ma dernière lettre, et le comte a dû veiller à ce qu'il ne puisse exister aucun doute au sujet de la date, car une fois encore, je l'ai vu quitter le château en sortant par la même fenêtre et portant mes vêtements. Tandis qu'il descendait le mur à la manière d'un lézard, je n'avais qu'un désir, saisir un fusil ou toute autre arme meurtrière afin de le tuer. Encore que je me demande si une arme, que seule une main humaine aurait fabriquée, aurait eu sur lui le moindre effet.
Je n'ai pas osé guetter son retour, car je craignais de voir encore les 3 parcs. Je revins dans la bibliothèque, pris un livre, et bientôt, je tombai endormi. Je fus réveillé par le comte qui me dit menaçant. Demain, mon ami, nous nous ferons nos adieux. Vous repartirez pour votre belle Angleterre, et moi, vers une occupation dont l'issue peut être telle que nous ne nous verrons plus jamais. Votre lettre au vôtre a été mise à la poste. Je ne serai pas ici demain, mais tout sera prêt pour votre départ. Les Tziganes arriveront le matin, car ils ont un travail à poursuivre, de même que les Slovaques. Quand ils s'en seront allés, ma voiture viendra vous chercher, et elle vous conduira au col de Borgo, où vous prendrez la diligence pour Bistritz. Mais malgré tout, j'espère que j'aurai encore le plaisir de vous recevoir au château de Dracula. Je résolus d'éprouver sa sincérité. Sa sincérité. On a l'impression de profaner ce mot quand on l'applique à un tel monstre. Je lui demandai donc de but en blanc. Pourquoi ne puis-je pas repartir ce soir ? Oh, parce que, cher monsieur, mon cocher et mes chevaux sont en course. Mais je marcherai volontiers. À vrai dire, je voudrais partir tout de suite. Il sourit, d'un sourire si doux, si diabolique en même temps, que je devinais sans difficulté que cette douceur cachait quelques sinistres projets. Et vos bagages ? Peu importe, je les ferai prendre plus tard. Il se leva et reprit en s'inclinant si poliment que je fus sur le point de me frotter les yeux. Tant ici il avait l'air sincère. Vous, les Anglais, vous avez un dicton que j'aime beaucoup, car il exprime fort bien ce qui règle notre conduite à nous, boyards. Bienvenue à l'hôte qui arrive, bon voyage à l'hôte qui part. Venez avec moi, mon cher jeune ami, vous ne resterez pas une heure de plus chez moi, contre votre volonté. Quoique je sois navré de votre départ et d'apprendre que vous veuillez le précipiter ainsi, venez. Il prit la lampe et avec une gravité majestueuse, il me précéda pour descendre l'escalier et se diriger ensuite vers la porte d'entrée. Mais dans le corridor, brusquement, il s'arrêta. Oh, écoutez. Des loups hurlaient, non loin du château. Il leva la main et on eût dit que les hurlements s'élevaient à ce geste, comme la musique d'un grand orchestre obéit à la baguette du chef. Après un moment, il reprit son chemin, toujours majestueux, et parvenu à la porte, il tira les gros verrous, enleva les lourdes chaînes, puis ouvrit lentement le battant. Je m'étonnai. La porte, donc, n'était pas fermée à clé. Soupçonneux, je regardai autour de moi, mais je ne vis la clé nulle part. Au fur et à mesure que le battant s'ouvrait, les cris des loups au dehors devenaient de plus en plus furieux. Et les bêtes, la gueule ouverte laissant voir leurs gencives rouges et leurs dents grinçantes, apparurent dans l'embrasure de la porte. Je compris alors qu'il était vain de vouloir m'opposer à la volonté du comte. Qu'aurais-je pu contre lui, fort de tel allié ? Cependant, la porte continuait à s'ouvrir lentement, et le comte, seul, se tenait sur le seuil. Comme un éclair, une idée me traversa l'esprit. L'heure fatale avait peut-être sonné pour moi. J'allais être donné en pâture au loup. Et parce que je l'avais voulu. C'était là, un de ces tours infernaux qui devaient plaire au comte. Finalement, décidé à tenter une dernière fois ma chance, je m'écriai. Fermez la porte. J'attendrai. Je partirai demain matin. Puis, des mains, je me couvris le visage, afin de cacher mes larmes et mon amer désappointement. D'un seul geste de son bras puissant, le comte referma le battant, puis le verrou, et ses claquements consécutifs résonnèrent dans tout le haut corridor. Sans dire un mot ni l'un ni l'autre, nous retournâmes dans la bibliothèque, d'où presque aussitôt je regagnai ma chambre. Pour la dernière fois, je vis le comte Dracula, m'envoyant un baiser de sa main. Ses yeux brillaient de triomphe, et ses traits rayonnaient d'un sourire dont Judas aurait pu être fier. J'allais me mettre au lit, lorsqu'il me sembla entendre que l'on chuchotait derrière la porte. Je m'en approchai sur la pointe des pieds et j'écoutais. Je crus reconnaître la voix du comte. « Non, non, disait la voix. Retournez d'où vous venez. Pour vous, ce n'est pas encore le moment.
Attendez, un peu de patience. Cette nuit m'appartient. La prochaine sera à vous. Des rires moqueurs et étouffés lui répondirent. Fou de rage, j'ouvris brusquement la porte. Et je vis les 3 femmes qui se pourléchaient les babines. Quand de leur côté, elles m'aperçurent, ensemble elles partirent à nouveau d'un rire sinistre et s'enfuirent. Rentré dans ma chambre, je me jetai à genoux. Ma fin était-elle donc si proche ? Demain. Demain, ô Seigneur, secourez-moi et secourez tous les miens. 30 juin, au matin. Peut-être sont-ce les dernières lignes que j'écris dans ce journal. Dès mon réveil, un peu avant l'aube, je me suis agenouillée, car si mon heure est venue, je veux que la mort me trouve prêt. Bientôt, je sentis dans l'air ce subtil changement dont j'ai déjà parlé. Puis le matin fut là, avec le premier chant du coq. J'ai senti que j'étais sauvée. C'est d'un cœur léger que j'ai ouvert ma porte et que je suis descendue. Je remarquai tout de suite que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Donc je pourrais fuir. Les mains toutes tremblantes d'impatience, je détachai les chaînes et ouvris les verrous. Mais la porte refusait de s'ébranler. Mon découragement, mon désespoir furent extrêmes. Cependant, je tirai la porte, espérant que, toute massive qu'elle fût, elle céderait. Mais en vain. Je compris qu'elle avait été fermée à clé après que j'eus quitté le comte. Alors, je me dis qu'à tout prix, il me fallait trouver cette clé, et que pour me la procurer, j'allais de nouveau ramper le long du mur et entrer dans la chambre du comte. Sans doute me tuerait-il s'il me voyait chez lui, mais de tous les maux qui pourraient m'arriver, la mort me semblait le moindre. Sans perdre un moment, je remontai jusqu'à la fenêtre qui me permettait de sortir de la maison et de descendre jusqu'à celle du comte. La chambre du comte était vide, je ne trouvais de clé nulle part, mais le tas de pièces d'or était toujours là. Par l'escalier et le couloir obscur que j'avais déjà pris la première fois, je retournai à la chapelle. Je ne savais que trop maintenant où trouver le monstre que je cherchais. La grande caisse se trouvait encore à la même place, contre le mur. Mais cette fois, le couvercle était mis, non pas attaché. Seulement les clous étaient disposés en sorte qu'il suffisait de donner les nécessaires coups de marteau. Il me fallait, je le savais, fouiller le corps pour trouver la clé. Je soulevai donc le couvercle, l'appuyai contre le mur, et ce que je vis alors m'emplit d'horreur. Oui, le comte gisait là, mais il paraissait à moitié rajeuni, car ses cheveux blancs, sa moustache blanche étaient maintenant d'un gris de fer. Les joues étaient plus pleines, et une certaine rougeur apparaissait sous la pâleur de la peau. Quant aux lèvres, elles étaient plus vermeilles que jamais, car des gouttes de sang frais sortaient des coins de la bouche, coulaient sur le menton et sur le cou. Les yeux enfoncés et brillants disparaissaient dans le visage boursouflé. On eût dit que cette horrible créature était tout simplement gorgée de sang. Je frémis quand je dus me pencher pour toucher ce corps, tout en moi répugné à ce contact. Mais je devais trouver ce que je cherchais, où j'étais perdue. La nuit prochaine pouvait voir mon propre corps offert en festin à l'effroyable trio. Je cherchais dans toutes les poches, entre les vêtements, mais de clé nulle part. M'interrompant, je regardais le comte encore plus attentivement. Sur ses traits gonflés, errait comme un sourire moqueur qui me rendait fou. Et c'était cet être-là que j'avais aidé à s'installer près de Londres, où peut-être dorénavant, pendant des siècles, il allait satisfaire sa soif de sang et créer un cercle nouveau, un cercle de plus en plus élargi de créatures à demi démoniaques qui se gorgeraient du sang des faibles. Pensée qui, en m'affolant, devenait pour moi littéralement insupportable. Il me fallait débarrasser le monde d'un tel monstre. Je n'avais pas d'arme sous la main, mais je saisis une pelle dont les ouvriers s'étaient servis pour remplir les caisses, et la soulevant bien haut, je frappai avec le tranchant l'odieux visage. Mais à l'instant même, la tête tourna légèrement, les yeux, brillants de tout leur éclat venimeux, rencontrèrent les miens. Je demeurai comme paralysé. La pelle tournoya dans mes mains et ne fit qu'effleurer le visage, mais entailla profondément le front. Puis la pelle m'échappa, tomba sur la caisse. Comme je voulais la retirer, elle accrocha le couvercle qui retomba, me cachant l'affreux spectacle. Le dernier détail que j'en vis fut le visage boursouflé, couvert de sang, marqué de ce sourire méchant qui venait, eût-on dit,
des profondeurs de l'enfer. Je réfléchissais à ce que j'allais faire, mais j'étais incapable de penser, et j'attendis, de plus en plus découragée. Je restais là, quand soudain j'entendis au loin un chant que chantaient plusieurs tziganes, et ce chant se rapprochait, et avec lui, des bruits de roues et des claquements de fouet. Les tziganes et les Slovaques dont le comte m'avait parlé arrivaient. Après avoir jeté un dernier regard autour de moi, puis à la caisse qui contenait le corps odieux, je regagnai en courant la chambre du comte, bien décidé à m'enfuir au moment où s'ouvrirait la porte d'entrée. J'écoutai attentivement. J'entendis, au rez-de-chaussée, grincer la clé dans l'énorme serrure et s'ouvrir le lourd battant. Ou bien il devait y avoir d'autres entrées dans le château, ou bien quelqu'un avait la clé d'une des portes. Puis j'entendis croître et décroître le bruit de nombreux pas dans un des couloirs. Je me retournai pour courir à nouveau vers le caveau, où qui sait, il y avait peut-être une issue que je n'avais pas vue. Mais à ce moment, un violent courant d'air referma la porte qui donnait accès à l'escalier en colimaçon, et du coup, toute la poussière s'envola. Quand je me précipitai pour ouvrir cette porte, je la trouvai fermée à clé. J'étais à nouveau prisonnier. Le filet du destin se resserrait de plus en plus autour de moi. Tandis que j'écris, j'entends dans le couloir, en bas, que l'on marche lourdement et qu'on laisse tomber, oui, ce sont sans doute les caisses remplies de terre. Puis, un bruit de marteau. On cloue le couvercle de la fameuse caisse. Maintenant, j'entends les pas dans le corridor, suivis d'autres pas qui me semblent plus légers. On referme la porte, on remet les chaînes, on tourne la clé dans la serrure, on la retire de la serrure, puis on ouvre et on referme une autre porte. J'entends tourner la clé et pousser le verrou. Écoutez, dans la cour et au-delà, dans le sentier rocailleux, passent et s'éloignent les charrettes. Je les entends qui roulent et j'entends les fouets qui claquent. Et le chant des tziganes s'éteint et meurt peu à peu à mes oreilles. Je suis seule dans le château, seule avec ces 3 femmes. Des femmes. Mina est une femme, et entre Mina et elle, il n'y a rien de commun. Elles, ce sont des démons. Mais je ne resterai pas avec elles. Je tenterai de ramper le long du mur, plus loin que je ne l'ai jamais fait encore. Et j'emporterai des pièces d'or. Je pourrai en avoir besoin plus tard. Il faut absolument que je quitte ce château. Alors je repartirai vers les miens, le premier train, et le plus rapide m'emportera loin de ce lieu maudit, loin de cette terre maudite où le diable et ses créatures vivent comme s'ils étaient de ce monde. Heureusement, la miséricorde de Dieu est préférable à la mort sous la dent de ces monstres, et le précipice est haut, escarpé. Au bas, un homme peut s'endormir comme un homme. Adieu vous tous. Mina. Fin du journal de Jonathan Harker. Merci pour votre écoute. Si ce journal vous a captivé et que l'ombre de Dracula vous appelle encore, sachez que l'histoire ne s'arrête pas là. Le roman de Bram Stoker se trouve facilement si vous avez envie d'en découvrir la suite. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à nous rejoindre sur les réseaux. Le lien est dans la description.